Bienvenue dans Une semaine dans le monde, le retour, donc toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Vous avez vu, on en débat même pendant le générique avec à nos côtés Anne Niva cette semaine, reporter de guerre indépendante. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Dans quelle France on vit, une enquête vérité sur la France, le pays réel comme on dit. Le pays réel, oui. Voilà, aux éditions Fayard, ça vient de sortir. Ziad Limam, vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine. Claude Veil, chroniqueur politique, éditorialiste à Nice Matin, Var Matin. Et enfin Laure Simoes, Laure Simoes, je m'étouffe, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Cartooning for Peace, vous avez d'ailleurs des dessins à nous montrer sur notre sujet, puisqu'on évoquait juste avant la pause Jeff Sessions, le ministre de la Justice, le secrétaire à la justice aux États-Unis, avec les appels à la démission suite à des rencontres qu'il aurait eues avec l'ambassadeur russe à Washington. Ce premier dessin de Pat Bagley, dessinateur américain pour Salt Lake Tribune. On voit donc un portrait du ministère de la Justice. Quelle influence russe, se demande-t-il? Et puis quand on zoome, on s'aperçoit que ce sont les griffes de l'ours russe qui sont sur lui. J'aime beaucoup aussi ce dessin de Steve Sack des États-Unis aussi pour Minneapolis Star Tribune. Alors là, on voit Trump dans son bureau ovale à l'intérieur de la matrioshka Poutine, qui dit « Je n'ai pas adressé la parole aux Russes depuis des années, d'une part. Leur téléphone était toujours occupé avec mon équipe. » Et voilà, on a là l'explication, bien sûr. Puis ce dessin aussi que je trouve très réussi de Ed Wexler des États-Unis pour Political Cartoons. Pourquoi Poutine fascine autant. Voilà, on a le bébé Trump face aux gros muscles de Poutine. C'est vraiment une question qui nous taraude. Et puis, juste quand même, pour, excusez-moi, revenir sur le discours quand même que Trump a prononcé face au Sénat, on disait que la forme était un peu plus polissée, qu'il avait comme ça une dimension un peu plus présidentielle. Mais enfin bon, le contenu quand même reste le même. Et on a toujours ce bébé avec une grenade en tétine. Il a quand même annoncé que le budget de la défense allait augmenter de 54 milliards. C'est quand même pas rien. C'est une bonne méthode pour faire taire aussi, au passage, les opposants. Et puis, juste pour terminer, quand même, tout le monde a vu le couac aux Oscars. Cet excellent dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge, l'Écho, Le Vif, l'Express. Si seulement tout pouvait se passer comme aux Oscars. Vous vous souvenez de l'erreur de Warren Beatty qui a, par erreur, attribué l'Oscar dans un premier temps à La La Land alors que c'était Moonlight qui l'avait gagné. Trump, US élection, and the winner is... Et là, il y a un type qui sort de la régie complètement en panique. Non, il y a une erreur. Hillary Clinton, ce serait... voilà. Eh ben non. Et si les Russes avaient inversé les enveloppes, c'est un peu la suite de notre débat. L'actualité française à présent, à 51 jours de l'élection présidentielle. François Fillon va-t-il tenir? Le candidat de la droite n'est déjà plus celui du centre. L'UDI a annoncé ce soir qu'elle lui retirait son soutien, tout comme d'ailleurs 70 élus. Dernier en date, Thierry Solère, il était le dernier porte-parole d'une campagne qui a déjà perdu son trésorier, Gilles Boyer, ses deux directeurs adjoints, Sébastien Lecornu, Vincent Leroux, Patrick Stefanini est donc désormais bien seul aujourd'hui avec Bruno Retailleau et Jérôme Chartier pour tenir la baraque, lâché par les siens, convoqué par les juges à 2 jours de la date limite du dépôt des parrainages, en vue de ce qu'il annonce lui-même comme sa mise en examen. François Fillon en appelle désormais au peuple de droite, à qui il demande de manifester son soutien dans les rues au Trocadéro ce dimanche. Claude Veil, elle va compter cette manifestation dans sa décision de se maintenir ou pas? Je n'en suis pas sûr, mais dans l'esprit de François Fillon, manifestement, oui, il joue tapis là-dessus. Il n'a pas cessé de monter les enchères depuis le début pour écraser, par un effet de souffle, les difficultés où il était. Il a multiplié les sorties, les embardées, même rhétoriques. On a eu droit d'abord au coup d'État institutionnel, ensuite on a eu droit à l'assassinat politique, et maintenant, pour la première fois, on voit cette chose proprement stupéfiante, un rassemblement pour un candidat à la présidence de la République. Mais pas un petit candidat qui protesterait parce qu'il n'a pas ses signatures. Non, un candidat ancien Premier ministre qui était super favori d'élection il y a 2 mois, qui organise un rassemblement en défense. Justice pour François Fillon. C'est-à-dire qu'il en appelle au peuple contre l'institution judiciaire, en bon français.
C'était un peu ce qu'avait fait Nicolas Même s'il se Sarkozy. défend par ailleurs de vouloir de transformer cette manifestation en manif anti-juge, ce qui créerait à l'intérieur de la droite. Sauf que c'est ce que tout le monde comprend. Oui, C'est ce que tout le monde comprend, ça, c'est ce que disent les C'est plus ça, le ardents de choc. ses partisans. Un journal qui le soutient à bloc aujourd'hui, Oui. alors que le Figaro, par exemple, est un petit peu plus hésitant. Un journal qui le soutient à bloc, qui est Valeurs Actuelles, le journal de la droite catholique conservatrice, a appelé ça la marche contre le coup d'État des juges. C'est pas déjà ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2012 avec sa fête du vrai travail contre les corps constitués déjà au Trocadéro? Oui, mais d'abord, je pense on n'est jamais monté à des extrémités pareilles. Et puis, c'était Sarkozy. Sarkozy nous a tellement habitués à surjouer le personnage de Sarkozy, ce personnage un peu presque de bande dessinée, de toujours dans la véhémence, la volubilité, l'excès, etc. C'était moins inattendu. Là, c'est Monsieur Fillon, c'est-à-dire ce grand notable de la Sarthe, pondéré, qui était l'image même de la retenue de la droite française, de la droite convenable, et tout à coup, qui s'est mis bord cadre et qui envoie péter les institutions, dans les meetings, maintenant, on invective les juges, on conspue la presse, enfin, et c'est là ce qui crée un grand malaise à l'intérieur de la droite, indépendamment, on y reviendra, des rivalités de personnes, puisque maintenant, en réalité, on est entré là-dedans, dans une guerre de personnes. Ouais. Ce qui crée un grand malaise, c'est qu'il y a une idée d'équation entre le discours d'une droite qui prétendait revenir aux affaires pour assurer la tranquillité publique, rassembler les Français, sortir des années Hollande comme des alertes de Chianli, des affaires. Là, on avait une droite qui arrivait aux affaires, qui allait tenir la maison. Et tout à coup, tout ça part dans un climat quasi insurrectionnel. Oui, c'est un peu surréel. Nous, on est stupéfaits, mais il faut imaginer l'étranger. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est-à-dire que nous, on est stupéfaits parce qu'on le vit tous les jours. Et là, on pourrait juste se mettre sur Twitter, l'AFP, enfin, on en aurait encore toutes les 2 minutes. Les sondages, etc. Mais vu de l'étranger, c'est juste, les gens se demandent, ce pays, est-ce qu'il est tombé sur la tête? Est-ce qu'il s'est inversé? La première question, probablement, étant, mais c'est qui Macron? C'est-à-dire que quand vous parlez, je ne parle pas des Européens qui connaissent bien la France ou qui suivent la France quotidiennement, mais si vous élargissez un peu le cercle, mais c'est qui Macron? C'est qui ce candidat qui a 39 ans, qui fait 25% les sondages, qui va peut-être être président? Après, il y a le tragique... La réponse est pourtant simple. Hein. Aux Anglais, il faut leur dire c'est Blair. Aux Espagnols, il faut leur dire c'est Zapatero. En tous les cas, il y a cette espèce de grande interrogation sur ce qu'est la France politique d'aujourd'hui. Et je pense qu'en interne, en tant qu'électeurs, en tant que Français, les gens qui se projettent un peu dans l'avenir doivent se demander mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est-à-dire, nous, on a besoin de réponses un petit peu cohérentes sur la France de demain. On a besoin de savoir est-ce qu'on est en Europe ou est-ce qu'on l'est moins. On a besoin de savoir comment réformer. Bon. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, le seul aujourd'hui qui donne un peu des réponses, quelles qu'elles soient, c'est toujours ce Macron. Qui a fini par en donner, oui, on connaît désormais son programme. Les autres sont inaudibles, parce que vous parlez de la guerre des droites, mais on pourrait parler de la tragicomédie Hamon-Mélenchon, la guerre des gauches qui s'arrête pas. Et puis le PS ne soutient pas plus son candidat. Qui tape avec un ministre comme Le Guen qui va directement sur un plateau de télé pour dire mais comment voulez-vous que je vote pour le candidat du PS? Enfin, on est quand même... On peut prendre ça de 2 façons. On peut dire, on vit un sitcom fou, cette campagne de bout en bout est un sitcom fou avec des rebondissements tous les jours qui ont l'air écrits par des scénaristes sous amphétamine qui ont fumé la moquette. Mais on peut voir ça aussi comme l'aboutissement de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est, je suppose, ce dont parle le livre d'Anne Niva que je n'ai pas encore lu, c'est le bout du processus de décomposition du système politique qui régisse la France depuis 50 ans. En gros, c'est-à-dire le système alternatif gauche-droite qui ne marche plus. Je termine d'une phrase. Songez, et notamment pour les électeurs étrangers, des électeurs étrangers qui ne comprenaient pas ce qui se passe en France, que après une primaire de droite réussie, une primaire de gauche à peu près réussie, qui était supposée rassembler les 2 camps et installer en majesté 2 candidats qui allaient s'affronter forcément pour représenter les 2 composantes de l'opinion publique française, la gauche et la droite, tel que ça existe depuis 1792. Eh bien non. Aujourd'hui, dans les sondages, les 2 candidats sortis des primaires sont éliminés sèchement au premier tour, et les 2 candidats qui seraient présents au second tour seraient un centriste inclassable sorti de nulle part et une candidate d'extrême droite. C'est-à-dire, on est là face à la décomposition du système politique français. Avec comme conséquence, Anne Niva, le fait que les 2 principaux partis de gouvernement, ceux qui ont dominé la Ve République, aujourd'hui donnent l'impression, pour de larges franges de leurs élus, d'être prêts à faire l'impasse sur la présidentielle.
de ne pas soutenir leur candidat. Est-ce que ça, c'est pas aussi complètement incroyable vu de l'étranger ? Tout ce qui se passe en France en ce moment est incroyable vu de l'étranger, absolument tout. Et moi, je ne compte plus justement mes collègues journalistes russes qui, à coup d'édito, croyaient comprendre la France, etc. et croyaient certainement en Fillon, qui aujourd'hui ne comprennent plus rien. Donc j'ai du mal d'ailleurs à leur expliquer ce qui se passe parce que je ne le sais pas moi-même. Mais moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti dans mon travail de 2 ans en sillonnant la France avant qu'il se passe ce qui est en train de se passer là, mais la décrédibilisation des politiques et du politique, elle n'est pas récente, elle ne vient pas seulement d'arriver. Donc je l'ai beaucoup entendu dans le discours des gens à qui j'ai parlé. Et j'ai évidemment, au gré de mes pérégrinations, beaucoup été obligée de parler politique. Et je me suis retrouvée en face de beaucoup de personnes qui me disaient déjà qu'ils avaient l'intention d'aller voter FN, mais sans véritablement être convaincus que c'était la meilleure des choses de voter FN. Et j'avais vraiment l'impression que c'était parce qu'ils avaient ce profond dégoût qui éclate encore plus aujourd'hui, dû à cet éclatement total de notre système binaire, des partis droite-gauche, etc. Et qu'ils n'y croient plus. De ce point de vue-là, la candidature Macron, est-ce que vous pensez qu'elle a réveillé, non pas un sens civique, puisque ces gens étaient prêts à voter, mais pour le Front National, mais disons une envie de croire à nouveau à un projet collectif, ou bien au contraire, est-ce qu'il est simplement, lui, le dernier finalement d'une lignée qu'aujourd'hui, partie de la France aujourd'hui, réprouve comme étant le représentant de la mondialisation heureuse d'une certaine manière? Je ne sais pas, les gens ne savent pas qui est Macron, mais de toute façon, tout le monde est suspendu à ce qui va se passer ce week-end et ce qui sera décidé lundi. C'est-à-dire que peut-être il y aura, peut-être M. Fillon ne se présentera-t-il pas, et peut-être aura-t-on M. Juppé. Et dans ces cas-là, ça joue en défaveur de M. Macron. Donc plutôt, d'accord, c'est très important, ces histoires de personnes, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est et de montrer et d'illustrer, ce qui m'attriste, et je ne suis pas la seule, c'est ce fossé gigantesque entre les Français et ceux pour lesquels ils s'apprêtent à voter, et ces mauvais exemples qu'ils leur donnent. Ça, c'est très important. Et ne les méprisons pas, parce que tout ça va se retrouver dans les urnes. Au premier tour, déjà, qui va bluffer tout le monde. Il y aura une hystérie encore plus grande. Vous voulez dire un gros score pour Marine Le Pen? Mais bien sûr. Ziad Liman. Allons au premier tour. Alors, voyons. Voyons. Mais non, mais je pense que vous avez probablement largement raison, mais entre 23 et 25 et 27 et 28, c'est plus les mêmes scores et c'est plus la même force. Moi, je pense à plus que cela. Bon, et moi, la deuxième chose qui me perturbe, c'est ce que tu as un peu laissé entendre, c'est l'inadéquation entre le système et les institutions. Les institutions ont été conçues pour faire un espèce de super président, une espèce de personnage en monarchie, en majesté, une rencontre entre la France et le candidat, etc. Et le système des investitures, des primaires, a fini par créer un espèce de mécanisme de gestion des conflits internes aux partis. On voit très bien, l'affrontement Valls-Mélenchon, c'est un problème interne au Parti socialiste. L'affrontement Juppé, alors l'affrontement à droite, dont on a dit qu'il était civil et probablement sympathique, on va s'apercevoir, comme tu dis, c'était Valls-Samon et pas sympathique. C'était Valls-Samon parce que Mélenchon lui était. Oui, Valls-Samon, pardon. Et à droite, le combat triangulaire Sarko, Juppé, Fillon, on voit bien que tout ça, ça a fini par légitimer des gens qui finalement n'ont fait que gagner la bataille de leur parti. Et donc, comment peuvent-ils représenter quelque chose de plus large? Comment peuvent-ils embrasser plus large? Comment peuvent-ils parler d'avenir, d'espoir, alors que leur problème, c'est de gérer des militants qui se sont mobilisés pour faire triompher une ligne? Moi, je pense que c'est un vrai problème. Et là où je contredirais un tout petit peu Anne, certes, il y aura une poussée Le Pen, mais je pense que quelque part en soi, le phénomène Macron est plutôt positif. Je dis pas que il faut adhérer. Je dis pas qu'il faut adhérer. Il faut pas adhérer dans les urnes. Il n'a jamais été testé électoralement. Allons voir. Mais le fait qu'aujourd'hui, ce monsieur venu de nulle part, comme une espèce de nulle part, c'est un peu excessif, mais aux yeux disons aux yeux de la grande opinion publique, que ce monsieur s'installe dans un trio quand même avec des idées, excusez-moi, pro-européennes qui sont pas du tout à la mode en ce moment, avec un discours sur l'immigration qui est pas à la mode, avec un discours sur les France qui est pas du tout à la mode, etc. Je trouve que c'est pas forcément mauvais signe sur l'état de la France. Alors maintenant, allons voir comment ça se passe sur les 2-3 prochaines semaines et déjà ce week-end. Ce week-end, oui. Claude. D'abord, Macron, il est optimiste et souriant. Oui. Ça fait du bien. Dans ce pays qui a le casque et la gueule de bois, où les hommes politiques annoncent tous les jours la fin du monde,
il apporte une bouffée d'oxygène. Ensuite, le fait d'être neuf, d'être nouveau, déjà en soi est une qualité, parce que les Français, de toute façon, sont dégagistes. Ils veulent, tous ceux qu'ils ont vus depuis 10 ans, 20 ans, ils n'en peuvent plus, parce que Sauf Marine. 30 ans d'alternance les ont convaincus que ça ne marche pas. On a ici la gauche, la droite, la gauche, la droite, et chaque fois, les Français sont déçus, et ils l'ont montré à l'élection d'après. Et troisièmement, Macron, ça ne repose pas complètement sur de vide, dans la mesure où l'idée... Si tous les gars du monde, l'idée d'une coalition des gens bien de gauche et de droite est une idée qui court dans la tête des Français depuis très longtemps et qui a vécu ses heures de gloire sous la 4e et la 3e République quand même. Et donc, il ne faut pas oublier que Bayrou a été à 2 doigts de réussir le hold-up parfait en 2007. Et donc... Bayrou, il est mal, là. Eh ben, il vient de dire, urgent. Hein, que vient-il de dire ? Désormais allié à Macron, il vient de dire si Juppé est candidat, je ne changerai pas ma position. Sous-entendu, je reste avec Macron. On est rassurés. Donc Macron, il incarne cette idée que si les gens de gauche et les gens de droite voulaient bien travailler ensemble, on sortirait de ces affrontements stériles et de ces alternances qui ne servent à rien qu'à effacer ce que le précédent a fait. Maintenant, si on prend, puisqu'on est un vendredi soir, un tout petit peu de recul. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est comme bon, je vous laisse. Non, on va juste essayer de rebondir sur Bayrou. Si Bayrou vient de dire ça, c'est que tout le monde pressent quand même qu'il va se passer quelque chose ce week-end et sans doute lundi. C'est-à-dire que M. Juppé va sans doute se présenter. Ce qui veut dire que M. Macron, qui pendant les dernières semaines là, apparaissait tout neuf, effectivement, je suis absolument d'accord avec tous ces arguments et c'est très intéressant parce qu'on en a tellement marre des autres, eh bien ça va quand même être peut-être encore quelqu'un qui n'est pas du tout tout neuf, qui va sauver, qui va prendre la vedette, je veux dire. Donc c'est totalement, c'est un je vais utiliser un mot un peu brutal. Comment ils vont enlever la prise ? S'il ne veut pas se retirer. Il a l'argent. Oui, oui. Il veut pas se retirer. Ce qui hante actuellement la droite française et tous les gens. On va voir juste peut-être Claude. Je vous laisse reprendre tout de suite, mais juste pendant que vous parlez, le sondage, le fameux sondage dont tout le monde parle aujourd'hui, Odoxa, Dentsu Consulting, celui qui redonne de l'espoir à une partie de la droite, puisqu'il permettrait aux candidats de la droite de se retrouver en tête du premier tour et surtout d'éliminer Marine Le Pen. C'est celui-là qui met Alain Juppé en tête. En même temps, Alain Juppé a été échaudé par les sondages parce que les sondages le donnaient ultra favori de la primaire de droite et il s'est pris une casquette. Donc à prendre avec beaucoup de pincettes. À mon avis, une des raisons de l'extrême popularité du niveau où est aujourd'hui Alain Juppé dans les sondages, c'est peut-être d'abord le fait qu'il n'est pas candidat et donc il a été jusqu'à présent. Il est instrumentalisé par les sondés pour dire à Fillon dégage. Absolument. Mais en fait, là, ce qu'on voit bien, c'est très intéressant. On parlait tout à l'heure de dysfonctionnement des institutions. C'est qu'en réalité, les primaires n'ont pas marché. Les Français ont envie d'autre chose. Or, la primaire de droite a été confisquée par le noyau dur de la droite bourgeoise française. Dont une partie s'apprête à manifester dimanche Sens commun. Celle qui descend dimanche place du Trocadéro, souvenir d'une fâcheuse expédition pour établir l'absolutisme en Espagne. Et de l'autre côté, la primaire de gauche a été capturée par la frange la plus radicale de la gauche socialiste. Ce qui fait que le système a été écartelé et a ouvert cet immense espace où aujourd'hui toutes les candidatures peuvent s'engouffrer, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Emmanuel Macron, etc. Avec d'un côté un candidat socialiste qui n'arrive pas à rassembler les socialistes. Il faut dire que quand il annonce que la France doit faire défaut sur sa dette, c'est un tout petit peu compliqué pour Hollande ou Valls de dire « Ah, quelle bonne idée !» Et de l'autre côté, un candidat de droite. Et là, je voulais dire ça tout à l'heure, je pense que la droite, là, est dans un danger extrême. Et c'est pour ça que Alain Juppé, il va avec beaucoup de prudence. Il ne veut pas s'auto-proclamer. Il ne veut pas être celui qui donne le coup de poignard. Pourquoi ? Parce que surtout, il a tout ce qui hante la droite aujourd'hui, c'est on ne va pas recommencer les guerres. On ne va pas recommencer les Ho Chi Minh, c'est les O'Hara, les Capulet, les Montagu. On a déjà perdu 4 ou 5 élections à cause de ça. Or là, c'est là-dedans qu'on est. Vous êtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux entre les partisans de Juppé et les partisans de François Fillon, c'est la haine à l'état pur qui s'est libérée. Et on va tout de suite se tourner vers Laure Simoes pour voir les nombreux dessins.
Si on parlait l'élection salon française. de l'agriculture, parce qu'il s'en est quand même passé des choses cette oui. semaine au salon de l'agriculture, à commencer par ce magnifique dessin de Goutal, dessinateur français, Macron au salon de l'agriculture. Il a été accueilli en grande pompe, mercredi 1er mars, ça se passe de commentaires. Et puis surtout, évidemment, c'est Fillon qui a boudé le salon. On se souvient de cette matinée où tout le monde se demandait mais pourquoi ? Et c'est bien dommage parce que les agriculteurs, il ne nous a même pas dit pourquoi et il attendait vraiment de pied ferme. Si on zoome, on voit qu'ils étaient là, les bras grands ouverts. Ce dessin extraordinaire de Kroll, dessinateur belge pour Le Soir, un assassinat politique. Et là, on voit un Fillon avec cette mine caverneuse qu'il a, là, avec tous les 36 000 poignards derrière son dos. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne renoncerai pas. On dirait Chirac en décembre 1994. Non, mais il était moins esquinté. Il avait mal au dos, mais là, c'était il est quand même en piteux état. À ce point-là. Il est quand même en piteux état. Puis alors, assassinat ou suicide politique, ça c'est quand même la question que pose Marek, autre dessinateur belge, où il est dit là, je persiste et je signe, mais enfin il s'est auto-guillotiné. Peut-être qu'on verra. La place de la Concorde, c'est pas le Trocadéro, mais on verra ce qui s'y passera. Puis alors, j'aime beaucoup ce dessin de Soulcier pour battre la campagne. Les derniers seront les premiers. Il y a le parquet financier qui, devant cette file d'attente, on reconnaît Balkany, évidemment, on reconnaît Sarkozy, Marine Le Pen, qui feront la queue depuis longtemps. Il les a pas ratés. Et puis Fillon. Et alors, le parquet qui dit, je vais prendre Monsieur Fillon d'abord. Ah ben oui, les derniers seront les premiers. Ce qui est bien sur Balkany, c'est la toile d'araignée sous son Oui, parce que ça fait tellement de temps qu'il est là. Qu'il attend. Mais moi, j'ai été sidérée. Il est poussiéreux. J'ai été sidérée cette semaine, un matin à la radio. J'ai entendu 2 magistrats qui commentaient un petit peu toute cette affaire. Et puis, un des magistrats s'étonnait de voir à quel point, quand même, le parquet financier avait été particulièrement rapide dans ses délais et disait même qu'il n'y avait pas forcément urgence à convoquer Fillon en mise en examen. Alors, les bras, j'ai trouvé ça assez étonnant comme argument, parce que si l'élection présidentielle n'est pas une échéance importante, alors là, bref. Et puis, pour terminer, encore un petit clin d'œil aux Oscars. Formidable Dessin de CAC pour l'opinion. Et ben voilà, toujours. C'est un gif d'ailleurs, c'est un gif. On voit descendre pas vu en gif, mais c'est vrai, ouais, d'accord. C'est génial. Alors que Très voilà, l'ombre d'Alain Juppé derrière, on verra ce qui va se passer effectivement. Qui fait écho dimanche, d'ailleurs au dessin de c'est tout sûr à l'heure que- sur Donald Bah Trump oui. et Hillary Clinton. Le couac Voilà. des Oscars, ça a inspiré nos dessinateurs cette semaine. Ouais. Merci beaucoup Laure, merci également à Anne Niva, à Ziad Limam et à Claude Veil d'avoir été avec nous. L'actualité vue du net maintenant, c'est comme tous les jours un œil sur les médias. Voilà l'actualité vue du net, un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger, et c'est sans doute sur Internet qu'on peut suivre le mieux ce qui est en train de se passer parce que ça évolue d'heure en heure, de minute en minute, les défections se multiplient autour de François Fillon. Il faut dire que c'est un petit peu l'hémorragie au sein notamment de son équipe de campagne. Ce matin, Thierry Solère, son porte-parole et organisateur de la primaire, annonçait mettre fin à ses fonctions, tout comme Ce sera ce Dominique... soir d'ailleurs sur un 20h. Oui, exactement, je ne sais plus lequel en effet, mais c'est ce que j'ai lu aussi. Alors Dominique Bussereau, son conseiller politique, faisait de même, pointait par la suite un aveuglement invraisemblable de François Fillon. Et puis Philippe Richer, lui, dans un communiqué, lui qui est membre du Conseil stratégique, eh bien, estimait que le maintien de François Fillon était tout simplement une menace pour l'unité du mouvement et en appelait à un autre candidat. C'est ce qu'a fait aussi Nadine Morano chez nos confrères de France Info, car pour elle, le maintien de François Fillon empêcherait les Républicains d'être au second tour. Elle appelle, François Baroin à se manifester. Alors, illustration ou non de ces désistements en série, eh bien, le site de campagne de François Fillon a subi un petit relooking. On voit ici qu'en février, il y avait l'équipe, mais désormais, il n'y a plus d'équipe. En tout cas, pas en flagrant. C'est indiqué tout en bas, ici, au niveau des copyrights et des mentions légales. L'équipe de campagne, c'est en effet, il faut avoir de très bons yeux. C'est ici. C'est ici, je ne sais pas si on peut le voir à l'antenne, mais en tout cas c'est en dessous des copyrights, donc c'est montrer l'importance de l'équipe. Alors face à ces désistements en série, eh bien, il y a eu plusieurs intox, d'abord à commencer par le mouvement des jeunes avec Fillon, puisqu'un premier communiqué publié dans la matinée annonçait, avec un titre sans ambiguïté, les jeunes avec Fillon appellent au retrait de François Fillon, mais environ Il une n'est heure... pas un Gorafi, ce président. Voilà, ce n'est pas un Gorafi, c'était une vraie publication, mais c'est une information qui a été
contesté par le président des Jeunes avec Fillon, qui lui a publié un second communiqué dans lequel il conteste le premier, dénonçant, je cite, une usurpation d'identité du mouvement Les Jeunes avec Fillon. Alors de même... Qui désavoue donc le président des Jeunes avec Fillon. Voilà, exactement. En fait, c'est les anciens jeunes avec NKM Voilà, et les jeunes avec exactement. Juppé qui avaient intégré les jeunes avec Fillon au moment où on a fusionné, qui du coup sont... Et justement, NKM aussi a réagi puisqu'il y a eu des rumeurs sur son désistement. Elle a tweeté « Je n'ai pas décidé de quitter la campagne de François Fillon ». Alors au total, pour qu'on s'y retrouve, eh bien, ils sont à peu près une centaine, en tout cas un peu plus de 100. Hier, on était à peu près à 56 à la même heure. C'est pour donner une idée. Eh bien, certains internautes ont estimé qu'il fallait peut-être tout simplement compter ceux qui sont encore avec Fillon. Ça irait peut-être plus vite. C'est aussi ce qui a inspiré plusieurs dessinateurs, notamment Bidu, dans mon camp, nous sommes comme les doigts de la main, plus que 5, ou encore cet autre dessinateur, voilà, Tartray, de Walking Dead, du nom de la série Bon Sang.